Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai encore une fois l'honneur d'accueillir un Québécois. Merci à toi, Steve, d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Probablement, tout le monde ne me connaît pas par chez vous. Mon nom, c'est Steve Boutet. Je suis président fondateur de la NSPW, promotion de lutte à Québec. Et je lutte sous le nom de Steven Sullivan depuis maintenant 22 ans. OK. Et justement, pour la première question, c'est la question la plus simple. Comment tu découvres le catch, toi, pour la première fois? Ça remonte à quand j'étais petit. Je me souviens, je m'étais levé un soir, puis j'avais été dans le salon rejoindre mon père. Sûrement, j'avais fait un mauvais rêve ou je sais pas trop quoi. Puis la chose que j'ai vue qu'il écoutait, c'était WrestleMania 3. J'ai vu Hulk Hogan soulever le géant ferré, l'envoyer au sol. Puis ça a tout de suite attiré mon attention. Donc, je suis tombé en amour avec la lutte dès ce moment-là. Après ça, j'ai découvert des gars comme Dusty Rhodes, que c'est mon lutteur préféré de tous les temps. Ensuite, des gars comme le Honky Tonk Man, que j'ai eu la chance d'affronter aussi. Donc, c'est pas mal ça mes débuts d'histoire d'amour avec la lutte. Après ça, j'ai fait de la lutte dans la cour avec mes amis. Puis, je servais de cobaye à mon grand frère pour faire des prises de lutte dans la piscine de son ami. Puis, en échange, il m'amenait au dépanneur m'acheter une petite liqueur pour pas que j'en parle à mes parents parce qu'ils me gagnaient pas mal. Donc, mais c'est ça, mais c'est mon grand frère Marc qui m'a amené aussi à mon premier gala de lutte au Colisée ici à Québec. Puis c'est là que je tombe en amour avec Dusty Rhodes parce qu'il était sur la carte. Ok, d'accord. Mais en plus, tu vois, ça va, je veux dire, t'es pas un peu dépaysé parce que t'es pas le seul à l'avoir fait, hein, le catch à la maison. Il y a aussi les Hardy Boys qui ont commencé sur un trampoline. Malheureusement, on le rappelle, hein, faut surtout pas faire ça à la maison. Faut faire ça vraiment encadré. Tu dirais que c'était quoi, toi, cet élément déclencheur justement qui t'a permis donc de passer donc de simple femme de catch à catcheur aujourd'hui? Combien de temps ça a duré et quel a été cet élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est que dès mon jeune âge, avec un de mes amis, là, on se faisait des galas de lutte. On ramassait tous les petits voisins du coin qui étaient de notre âge, puis on faisait des galas de lutte. Les autres, ils n'avaient aucune idée c'était quoi de la lutte. On leur montrait 2-3 vidéos, puis on disait on fait pareil tantôt. Fait que c'est là que l'amour a débuté. Puis, j'ai toujours été attiré par les personnages, la lutte, la couleur. Des gars comme Adrian Adonis, des gars comme Jesse the Body Ventura. Ça a toujours été des gars qui ont attiré mon attention. De Honky Tonk Man, qui était un lutteur déguisé, là, on peut se le dire. Là. Il était déguisé en Elvis. Donc, puis à un moment donné, plus début des années 2000, je te dirais, il y a une école de lutte qui a ouvert à Québec, la CCW, qui était dirigée par Sonny Warcloud et Kevin Martel, qui est le neveu de Ricky Martel. Je me suis inscrit, puis de fil en aiguille, ça n'a pas été facile parce qu'au début, quand j'ai commencé à lutter, je faisais 6 pieds 3, 125 livres. Fait que c'est sûr que je faisais pas peur à personne. J'étais seulement le cobaye de tout le monde. Mais de fil en aiguille, j'ai fait ma bosse. Puis là, 22 ans plus tard, je suis encore là. OK. Et à l'époque, c'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais devenir catcheur? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que c'était compliqué pour certains? Comment ça s'est passé pour toi? C'était pas compliqué. Ma mère m'a simplement dit j'irai jamais devoir lutter. Puis ma mère est décédée l'an dernier. Puis l'été d'avant, elle est venue me voir pour la première et seule fois lutter. Fait que j'étais vraiment content qu'en 2022, c'est en 2022, elle m'a vu lutter pour la première fois. Mon père m'a jamais vu lutter, lui. Ça a toujours été catégoriquement non. Quand j'ai débuté la NSPW comme promoteur, il est venu m'aider souvent, mettons, à monter la salle, à trouver des commanditaires, des trucs comme ça, mais jamais qu'il restait pour les galas, il s'en allait avant. OK, justement, on va parler un petit peu, on va mettre tout ce qui est personnages et autres de côté, on va s'intéresser beaucoup plus à la NSPW. Comment tu deviens dirigeant, toi, de la NSPW? Comment tout commence pour toi? Au début, j'étais scripteur pour une fédération. Okay. Puis moi, j'avais des idées de grandeur, d'aller chercher le meilleur roster qu'il y a de possible au Québec. Eux autres avaient une idée plus locale, de faire lutter les gars de la place qui étaient
Et il était local. C'était comme. Il n'y avait pas vraiment eu d'entraînement. Il s'amusait plus. Fait que c'était comme. On n'avait pas la même longueur d'onde là-dessus. Puis justement, j'en avais parlé à mon père. Puis mon père m'avait dit, là, arrête de chialer. T'as les contacts. Lance-toi. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé mes contacts, on s'est lancé, puis la NSPW a vu le jour. Là, au début, il y avait un certain Kevin Steen, Kevin Owens, qui m'aidait vraiment beaucoup dans les débuts de la NSPW. Sans lui, la NSPW n'existe pas, là, c'est sûr et certain. Il a toujours été là pour nous aider au début, jusqu'à temps qu'il signe à la WWE. Ça a été vraiment quelqu'un d'important là, dans l'histoire de la NSPW. Tu l'as beaucoup côtoyé, toi, Kevin Owens? Oui, c'est un bon ami. C'est sûr que là, on s'est carrément perdu de vue parce que il y a un horaire vraiment atypique, là, que c'est du voyagement pratiquement tout le temps. Mais chaque fois qu'on a le temps de s'envoyer un petit texto, on le fait. Ou comme la dernière fois qu'il est venu à Québec au Centre Vidéotron, ben, il a pris le temps de me saluer après le Monday Night Raw, puis il a salué la NSPW aussi. Ça a été vraiment un geste très classe de sa part. OK. Il y a aussi, j'ai eu Pee-Wee, je pense que tu l'as vu hein, en interview. Lui, il a affronté également aussi Sami Zayn et plein de gros noms. C'est un peu la marque de la NSPW, excuse-moi, je vais y arriver, d'avoir des gros noms comme ça, d'avoir un impact. C'est important pour toi d'avoir des gros noms comme ça? Ben oui, parce que la lutte au Québec n'a rien à envier à la lutte américaine, que ce soit la All Elite Wrestling, la TNA. C'est sûr qu'on ne sera jamais la WWE, ça c'est sûr et certain. C'est le top de la lutte dans le monde. Mais tu sais, oui, là, je vais me faire lancer des tomates, mais je trouve que la All Elite Wrestling, c'est de la lutte indépendante qui se prend beaucoup trop pour la WWE. Moi, j'aime pas le produit, puis on n'a rien à envier à eux autres. Là. Le calibre de lutte au Québec est aussi bon que la All Elite ou ben, la TNA ou la Ring of Honor. Donc, de faire venir des gars comme Cody Rhodes, des gars comme Lance Storm qu'on a déjà eu, des gars comme Kenta dernièrement qui est venu, ben, c'est justement pour montrer que nos lutteurs du Québec sont aussi bons que les lutteurs qu'il y a aux États-Unis qui sont à la télévision. Puis en plus, c'est comme un cadeau pour les fans qui sont super fidèles à nous autres, qui sont loyaux, qui viennent nous voir. On fait des galas un peu partout dans la province. Puis il y a des places, mettons, qui sont à 3-4 heures de route. Puis on a des gens qui sont là, des spectateurs qui sont à nos galas, qui sont réguliers au Centre Horizon ici à Québec. Donc, c'est le fun de voir que les fans nous suivent, nous supportent comme ça. Donc, de faire venir un gros nom comme Cody, comme Kenta, ben c'est de leur dire merci de nous supporter puis de leur offrir un petit cadeau aussi. Là. OK. On peut faire un point rapide un petit peu sur les personnes qui sont passées justement du côté de la NSPW. Donc, on avait parlé de Cody Rhodes, de Kevin Owens, Sami Zayn. Il y avait qui d'autre aussi qui est passé par chez vous? On a eu les Young Bucks, on a eu Kenta, Shelton Benjamin, on a eu des gars comme Mustafa Ali, Lance Storm, Tommy Dreamer, Rhino. La liste est vraiment longue. Mais il y a quelque chose qu'on est vraiment fiers, c'est que pendant 6 mois, Johnny Gargano était régulier à nos galas. Il était à tous nos galas de la NSPW. En même temps que Sami Zayn. Ben, Sami Zayn était déjà un petit peu moins présent. Mais Johnny Gargano, il était avec nous autres un bon 6 mois de temps à tous nos galas. OK. Et donc, du coup, à chaque fois, tous les gros noms comme ça qui viennent passent automatiquement par toi. Je veux dire, c'est toi en général qui construit leur match ou tu es aidé aussi d'autres personnes? Dans le fond, moi, je m'occupe de la promotion. Okay. Avant, oui, je l'ai fait un certain temps, le booker, le scripteur, mais j'ai pas la patience pour ça. Habituellement, j'ai un calme olympien, mais quand vient le temps de dealer avec les lutteurs qui veulent ci, qui veulent ça, qui veulent tout avoir la même affaire, mais qui ne comprennent pas que ça peut pas être autour de tout le monde d'être au top, que des fois, le fait d'être un petit peu moins présent sur la carte alimente le fait que certains peuvent avoir un plus gros spot, puis qu'éventuellement, eux autres vont aller les rejoindre, mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Puis ça, j'avais moins la patience. On a un gars, Michael Bisson, je pense d'aller l'avoir en entrevue prochainement. Il est juste incroyable. C'est un bijou, ce gars-là. C'est une tête de lutte absolument sans limite. Ce gars-là, année après année,
il réussit à réinventer des lutteurs, réinventer des personnages, puis ça fait que on a eu dernièrement, on avait Luo Farrell qui était, c'est une lutteuse de Québec, qui est probablement la meilleure lutteuse au Québec, qui était l'enfant chéri de tout le monde. Ben Michael a réussi, avec sa storyline, de la faire tourner instantanément en méchante. Puis présentement, c'est une des personnes qui a le plus de réactions de la foule. Elle en avait déjà, mais de la bonne réaction. Là, c'est de la réaction méchante. Donc, c'est incroyable qu'est-ce que Michael fait. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est que moi, mettons, je dis, hey Mike, le prochain gala, on a un gars comme Mustafa Ali. Lui, il décide contre qui va le faire lutter. Puis, c'est ça. Moi, je m'occupe de tous les arrangements avec le Mustafa Ali, mettons, un exemple. Et Michael, lui, s'occupe du côté lutte. D'accord, ok. Et c'est quoi? C'est compliqué parce que, alors, je sais, enfin, je suppose que tu as vu, mais moi, pareil, hein, tu vois, j'ai réussi à avoir en interview, tu vois, enfin, des Sabu, des PG Black, Justin Gabriel à la WWE. C'est aussi compliqué pour toi de les contacter parce que moi, je sais que quand j'essaye de les contacter pour une interview, c'est ultra compliqué. Des fois, tu vois, enfin, des fois, ils te mettent plusieurs semaines ou plusieurs mois avant de te répondre. Toi, est-ce que, par exemple, le fait que ça soit la NSPW, le fait que ça soit quand même assez connu, est-ce qu'on te répond assez rapidement ou parfois c'est un peu compliqué? C'est maintenant rendu compliqué, mais c'est pas de leur faute à eux autres. Parce que bien souvent, il y a de plus en plus de luttes, il y a de plus en plus de contrats. Et la All Elite Wrestling, mettons, ont décidé qu'ils renaient les samedis aussi. Ils font une émission en direct. Donc, pour en avoir parlé avec plusieurs gars qui sont à la All Elite Wrestling, ils savent pas d'avance quand ils sont sur le gala du samedi. Des fois, ils peuvent le savoir le jeudi. Donc, c'est dur pour eux autres de prendre des engagements, mettons, comme venir à la NSPW un samedi. C'est un petit peu plus dur. Impact, TNA Wrestling font des pay-per-view maintenant le samedi. Avant, c'était toujours les vendredis. Là, c'est rendu le samedi, donc c'est un petit peu plus compliqué eux autres aussi. Mais sinon, de contacter les gars, c'est quand même facile parce qu'on a une super bonne réputation. Juste le fait que Kevin Owens nous a aidé beaucoup au début. Jamais qu'on aurait pu avoir un gars comme Lance Storm il y a à peu près 10 ans. Jamais qu'on aurait pu penser avoir ce gars-là, mais juste parce que c'est Kevin qui lui a demandé, ben, il est venu à Québec pour ça. Fait que le fait que Kevin a mis un bon mot pour la NSPW un peu partout, puis que les gars qu'on rencontre, qu'on fait venir, des gars comme je disais, les Young Bucks, Cody, des trucs de même, mais eux autres ont eu une bonne expérience. Fait que quand quelqu'un de leur entourage dit « Ah, j'ai été contacté par la NSPW », ben, ils disent « OK, oui, vas-y, ça vaut la peine. » Ça crée des amitiés un peu parce que même s'ils sont à distance, mais des gars comme Matt Taven, Joe Hendry, des gars comme Trevor Lee, on se parle quand même souvent, puis on se parle pas seulement de lutte. Fait que c'est ça qui est le fun avec eux autres. Ils sont venus à Québec une couple de fois, puis ils ont aimé leur expérience, puis de fil en aiguille, on est quand même devenus amis. Donc, c'est plus facile parce que je peux dire, mettons, à Matt TV, un exemple, hey, j'ai de la misère à rejoindre Mike Bennett. As-tu un autre moyen que son Instagram ou son X pour le retrouver? Là, il me dit, ah, ben, tu sais, là, son numéro de téléphone, il dit que c'est moi qui te l'ai donné, ça va bien aller. Puis, donc, on a une bonne réputation, puis ça facilite l'échange avec les lutteurs, mais c'est juste que les contrats sont de plus en plus nombreux. Tu as la WWE, tu as la TNA, tu as la All Elite Wrestling, tu as Major League Wrestling aussi qui ont des contrats. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup moins de monde qui sont disponibles pour du booking au Québec. OK. Justement, je vais juste revenir sur quelque chose. Au niveau de Pee-wee, hein, lui qui nous a teasé que Sami Zayn ne l'a jamais battu, avant que Sami Zayn prenne sa retraite, est-ce que ça serait possible, tu penses, avoir un match entre Pee-wee et justement Sami Zayn à la NSPW, justement pour savoir qui va battre qui et est-ce que Sami Zayn arrivera à battre Pee-wee ou pas du tout? Moi, je suis ouvert, c'est sûr et certain que je suis ouvert. Mais la balle est dans le camp de la WWE au fait que est-ce qu'il garde Sami Zayn sous contrat jusqu'à la fin de ses jours. Parce que Sami Zayn, c'est pas juste un bon lutteur, c'est une super bonne tête de lutte. Puis mettons que
après sa carrière de lutteur, j'apprends qu'il devient road agent, qui est sur voyons, comment Les on appelle circuits ça? indépendants. Ouais. Ben non, mais mettons qu'il reste à la WWE sur l'équipe créative, je serais pas surpris parce que ce gars-là a une super bonne tête de lutte. C'est pas juste un bon lutteur, là. Fait que je pense que les chances sont minces que Sami Zayn lutte sur le circuit indépendant encore. Mais si ça arrive, oui, je suis totalement ouvert. OK. Mais après, pareil, hein, tu vois, regarde, il y a eu pas mal de gros noms qui sont quand même partis de la WWE et je trouve ça un petit peu dommage. Tu dirais que vous, votre marque, du côté de la NSPW, c'est d'être, entre guillemets, tu vois, les meilleurs, parce que je sais que en général, à chaque fois que je fais des interviews avec des Québécois, on parle toujours de la NSPW, mais toujours en bien. Toi, c'est important de garder une bonne image comme ça? Ah oui, vraiment, parce que, tu sais, moi, ce qui me décourageait de la lutte, c'est de voir, parce que, tu sais, puis je parle pas juste au Québec, là, tu sais, je pense que c'est partout dans le monde que c'est de même. Il y a trop de gens. La lutte est trop accessible aux gens, dans le sens que, mettons, exemple, toi, tu veux lutter pour la NSPW, on va prendre ça comme exemple. Bon, Michael Bisson, puis moi, on trouve que, tu sais, t'as pas le niveau, il faudrait que tu continues à travailler un peu ailleurs avant de revenir. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est s'ils ont le moindrement un peu d'argent, ils vont s'ouvrir une fédération de lutte. Il y a trop de fédérations de lutte, le produit est trop dilué. Donc, je regarde ça. Je suis abonné sur IWTV, où il y a de la lutte indépendante un peu partout dans le monde. Puis, c'est important de garder une belle image pour la NSPW parce qu'il y a tellement de mauvaises images de la lutte un peu partout dans le monde. Puis c'est triste parce que moi, je trouve que la lutte, c'est un art. C'est le plus bel art qu'il peut avoir. Tu peux autant pour la foule que pour les lutteurs, tu passes par tellement d'émotions dans un match. Je vais aller au cinéma puis je serai pas content après ce que Darth Vader va dire ou faire, je peux rien faire. Tandis qu'à la lutte, le méchant triche, je peux lui dire, puis il y a une chance que lui me réponde. Donc, c'est merveilleux la lutte, mais il y a trop de gens qui s'amusent à jouer à la lutte. Ça fait que ça gâche l'image un peu de la lutte. C'est pour ça que, pour moi, l'image de la NSPW, c'est vraiment important. Là. OK. Alors, je vais te poser une question compliquée. Je suis désolé. Alors, pour l'instant, on va partir sur celle-là et après, dans l'interview, tu verras, il y en aura plein d'autres. Mais pour toi, jusqu'à maintenant, quel catcheur qui est passé justement chez vous t'a le plus impressionné? Cedric Alexander. C'est pas tant compliqué comme question. Il est venu 2 fois à la NSPW, puis les 2 fois, c'était pas Cedric Alexander que le monde connaissait. Moi, j'étais tombé en amour avec lui sur des DVD de lutte que j'avais achetés. J'avais acheté des DVD de la Pro Wrestling Guerrilla, et je trouvais que ce gars-là avait quelque chose de spécial. Puis, je me suis dit, hey, pourquoi pas, on a des gars de son style un peu, Matt Angel, Travis Toxic, qui ont travaillé avec. Donc, on va le faire venir. Il n'est pas super cher parce que justement, il n'était pas connu encore. Puis ça a été un des gars les plus gentils qu'on a eu à la NSPW. Il a offert un séminaire gratuitement aux lutteurs qui étaient là. Il a super bien connecté avec tout le monde. Après le gala, il était comme hey, vous allez manger où? Je vais aller manger avec vous autres. Fait que c'est vraiment mêlé au groupe. Puis dans le ring, c'est juste un lutteur incroyable. OK. C'est compliqué de gérer l'arrivée un peu d'un catcheur, tu vois, par exemple, au niveau des billets d'avion, de réserver un hôtel, tout des choses comme ça. Est-ce que c'est compliqué quand tu gères des gros noms comme ça? Non, parce qu'ils sont pas mal tous gentils, ils sont pas mal tous terre à terre, qui comprennent la réalité que sont plus à la WWE, mettons, ceux qui ont été là. Parce que, ça peut arriver, là, des gars qui demandent, mettons, la première classe, d'affaires de même, mais non. La plupart, ils me demandent juste, hey, tu peux-tu, mettons, me faire, je prends un exemple, me faire un billet d'avion avec Delta, parce que j'ai mon membership, je vais pouvoir m'upgrader moi-même. Fait que, ça c'est correct. Puis, la seule affaire qui est plate, c'est que Québec, c'est un aéroport qui est minuscule. Donc, les prix sont incroyablement élevés pour un billet d'avion. Ou, si tu veux payer moins cher, il y a 2-3 escales. Ça, les gars aiment un petit peu moins ça. Là. Mais sinon, Okay. en général, c'est quand même assez facile. Là.
On a de très bons talents également aussi chez nous en France. Il faut que je parle un peu de nos Français. On a Aigle Blanc qui est venu il n'y a pas si longtemps du côté du Québec. Est-ce que d'autres Français, par exemple des gros noms qu'on connaît chez nous, des Tristan Archer, Amal, qui ont fait partie de la NXT UK, Mila Smith également, Tom Laroufa, Sylvester Lefort du côté de la WWE. Est-ce que c'est aussi un projet pour toi dans le futur de pourquoi pas également essayer de les avoir? Ben, j'ai déjà eu dans l'idée Sylvester Lefort parce que j'étais vraiment un fan de lui à NXT. Là, c'était vraiment un de mes préférés. Je ne sais pas s'il lutte encore, mais il y a Jimmy Gavroche qui est venu au Québec pendant plusieurs mois, me semble. Mais oui, on est ouvert à tout. Là. Si une personne est intéressée à venir lutter au Québec, il n'y a aucun problème. Là. OK. En général, vous faites un show, on va prendre un show classique. Par exemple, là, tu m'as dit que juste après, plutôt ce soir, hein, nous, on est déjà au soir, mais ce soir, en général, vous faites combien de public? Ben, ça dépend parce qu'on a, comme ce soir, c'est le gala on appelle ça la relève, la NSPW, Generation Next, qui est comme le tremplin pour les lutteurs de se faire voir devant une foule, de se faire voir devant Michael Bisson qui regarde tous les matchs, de se faire voir pour éventuellement graduer à la NSPW. Et Generation Next, ça tourne toujours autour du 200-250 personnes. C'est super bon là, parce que moi, je me rappelle quand on a commencé Generation Next, on faisait ça l'après-midi avant les galas de la NSPW, puis bien souvent, on luttait devant 10-15 personnes. Là. Mais là, on a mis ça les samedis soirs, donc ça pogne super bien. Mais la NSPW, c'est tout le temps du 400, 450, 500, ça peut monter jusqu'à 650 personnes au Centre Horizon. La semaine passée, on était à Rimouski, qui est une petite ville dans l'est du Québec, pendant un expo agricole, puis on a eu 1500 personnes. Donc, c'est vraiment... La lutte est extrêmement populaire au Québec présentement, puis c'est le fun parce qu'à Québec, le monde, la foule ne fait que grossir. On a eu notre gros gala au mois de juin, Golden Opportunity, qui est l'équivalent de notre WrestleMania, et on a eu 2000 personnes. Donc, c'est vraiment le fun de voir que il y a autant de monde qui nous suivent. Puis c'est souvent, ce qui est le fun, c'est quand les gens nous disent « Hey, je savais pas qu'il y avait de la lutte à Québec, maintenant je veux y aller ». Fait que c'est un beau problème. Notre salle est pleine à tous les galas de la NSPW. C'est un beau problème. Il y a de l'ambiance. On est super content avec ça. Qu'est-ce qui fait que justement chez vous, c'est un peu l'endroit la mieux, dirais, tu vois, la mieux complimentée, la mieux structurée, la mieux vue par certaines personnes? C'est quoi? C'est le fait que vous avez des gros noms qui sont passés par là, ou c'est parce que vous exigez que les choses se passent absolument bien et se passent vraiment très, très bien? Ben, c'est une question de professionnalisme. Nous, on a notre salle à nous qui est montée en permanence. Donc, c'est un setup de lumière, d'éclairage, de son qui est toujours monté. Après ça, nous autres, notre priorité, c'est la sécurité des lutteurs. Donc, dès qu'il y a un petit quelque chose qui cloche avec le ring, on le répare. Dernièrement, l'année passée, il y avait quelque chose qui clochait beaucoup avec le ring. On l'a changé. On essaie toujours d'avoir le ring le plus sécuritaire qu'il y a au Québec. Puis en plus, on a les meilleurs talents du Québec. On va chercher les meilleurs de Montréal, on va même en Ontario, on va même dans les Maritimes aussi. Donc, c'est sûr que les gens qui commencent à la NSPW, ils se disent, tu sais, on va lutter contre les meilleurs lutteurs, puis éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir affronter des gars comme Cody, des gars comme Mustafa Ali. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous aide à avoir quelque chose de bon, mais le côté professionnel fait qu'on se démarque des autres. OK. Dernière question sur la NSPW, puis après on revient vers toi si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu pourrais me parler d'un show qui t'aurait déçu? Parce que tu vois, ça arrive, hein, on prévoit des choses en général, puis ça ne marche pas comme on l'aurait voulu. Et justement, tu vois, un show qui t'a le plus marqué. Oui, c'est le gala, parce qu'au Centre Horizon, ce qu'on fait nos galas, on était au 2e étage avant.
d'avoir notre salle permanente au 4e étage. Puis on a fait un dernier gala au 2e étage, puis ça a été un gala affreux. La foule n'était pas là. Moi, j'ai failli mourir dans le ring. Je luttais contre Brian Wellness, qui était à Ring of Honor. Il pèse 440 livres, puis il est tombé assis sur mon sternum. J'ai failli mourir dans le ring. Il y a plein de monde qui se sont blessés cette journée-là. Il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, il y a celui-là, puis il y a le 5e anniversaire de la NSPW. On a fait un gala vendredi avec les Young Bucks et un samedi avec Jay Lethal, des shows back-à-back. Le 2e show, il a fallu refaire la carte au complet parce que tout le monde s'est blessé la veille. Il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, ça n'a pas été un succès, ce gala-là. Et un meilleur, justement, une soirée qui a été excellent? Ben, c'est sûr que je peux pas en choisir une en particulier, quoi, c'est ça? Okay. Le gala que Cody était là, c'était incroyable. Le dernier Golden Opportunity devant 2000 personnes aussi. Sinon, l'an dernier, Golden Opportunity, on l'a fait au stade de baseball, puis il a mouillé toute la soirée. Fait que là, on s'apprêtait à dire qu'on annulait le gala, mais le monde dans les estrades, ils chantaient, ils dansaient, ils étaient prêts à avoir de la lutte. Donc, les gars se sont prêtés au jeu, ils ont fait, mais on va le faire, puis ça a été un gala inoubliable aussi, là. OK. Et justement, je voulais juste reprolonger, si tu me permets, vraiment, avec vraiment la dernière question, et après, promis, on revient vers toi. Je voulais savoir comment ça se passe un petit peu au niveau de la télé. Est-ce que vous arrivez quand même à contacter, par exemple, des chaînes de télé? Parce qu'on sait que c'est ça aussi, hein, qui est un peu compliqué un peu partout. C'est le fait que, tu vois, que dans certaines structures, ils ne sont pas assez médiatisés, malheureusement. Est-ce que vous arrivez à être en négociation avec des chaînes de télévision pour justement avoir vos shows diffusés? Comment ça se passe et tout? On a essayé beaucoup, mais on dirait que la lutte est à son meilleur présentement, mais c'est dur de faire réaliser ça à des gens qui n'ont aucune idée que la lutte existe. Ouais. On fait des galas au Diamant, une salle de spectacle de Robert Lepage. Puis on a ouvert les yeux à bien du monde avec ça, qu'ils ont fait, OK, si Robert Lepage, qui est un metteur en scène connu internationalement, s'intéresse à la lutte, il doit avoir de quoi de spécial. Donc, là, la couverture médiatique est là, elle est présente, elle est bonne, c'est le fun. Sauf que de mettre le pied pour rentrer dans une station télé pour vendre le produit de la lutte, c'est difficile parce que, comme je dis, la lutte est populaire, est à son meilleur, mais les gens qui ne connaissent pas la lutte n'ont aucune idée de ça. Donc, c'est dur de leur faire réaliser ça, là. OK. Et c'est un objectif pour vous, vraiment dans le futur absolu? Ben, je pense que c'est la prochaine étape pas juste pour la NSPW, mais pour la lutte au Québec. D'être sur un poste de télévision qui est accessible à tous, que tu n'es pas obligé d'avoir, mettons, faut que tu achètes telle chaîne pour avoir telle chaîne qui amène telle chaîne. Tu sais, mettons, d'avoir au Québec, on a 4 postes que dès que tu as une télévision, dès que tu as un câbleau distributeur, tu as ces 4 postes-là. Mon but, je pense, c'est ce qui fait que c'est ce qui manque à la lutte au Québec, c'est que la lutte soit sur un de ces 4 postes-là. OK. Du coup, on va revenir un petit peu au niveau de toi. Si jamais tu devrais nous décrire un petit peu ton personnage que tu incarnes sur le ring, comment tu devrais le décrire pour toi? S'il y a des choses à changer ou à améliorer, parce que on s'améliore tous les jours, qu'est-ce que ça serait pour toi et pourquoi? Le décrire en un mot, c'est simple, un bully. Je suis carrément un bully, mais tu sais, à améliorer, oui, c'est sûr, il y a toujours place à amélioration. Puis je suis le premier, même si ça fait 22 ans que je lutte, à aller demander des feedbacks à des lutteurs plus expérimentés. Il y en a pas beaucoup, mais qui ont un plus gros bagage, si je peux dire. Parce qu'en nombre d'années, je suis parmi un de ceux qui ont le plus d'années d'expérience, mais en côté bagage, tu sais, moi, j'ai pas été à Ring of Honor, moi, j'ai pas été à TNA, des trucs comme ça. Donc, tu sais, c'est sûr que souvent, que je demande des feedbacks, c'est Marco Estrada, Zach Patterson aussi, j'en demande beaucoup. C'est des gars qui ont un bagage d'expérience ailleurs que la lutte indépendante. Fait que c'est sûr que c'est le fun d'avoir
leur feedback. Je suis toujours ouvert à l'amélioration. Présentement, si tu me demandes un point à améliorer, ben c'est de parler un peu moins pendant mes matchs. Parce que, tu sais, il y en a qui disent que, ouais, ben là, tu sais, tu luttes, mais tu parles un peu plus. Fait que, tu sais, de plus calmer Au niveau de la là-dessus. promo? Non, pas au niveau de la promo, durant le match même. OK. J'ai la répartie facile. Des fois, je me mets dans le trouble, mais tu sais, ça fait partie de la game. Mais tu sais, ça, je dépasse jamais la limite qu'il ne faut pas dépasser. Mais tu sais, des fois, j'atteins des gens, puis tu sais, ça crée un froid. Fait que, OK. C'est important pour toi ou pour vous en général du côté de la NSPW de faire des promos parce que j'ai l'impression que parfois, alors attention, je ne suis pas en train de parler je parle juste en général, je préfère le dire, mais c'est vrai que parfois quand je vois certaines images, tu vois, enfin vidéos plutôt de promos, il y en a où je les trouve très bonnes, tu vois, qui sont bien travaillées et tout, et il y en a, je trouve ça catastrophique. Et c'est vrai que quand je fais des interviews un petit peu avec pas mal de monde, ce qu'ils me disent à chaque fois, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est le manque de promo. Est-ce que toi aussi, tu es d'accord que des fois, dans certains endroits, on est beaucoup plus là, certes, tu vois, bon, à préparer quelqu'un pour le ring, ça, tu vas me dire, bah, ça c'est tout à fait normal, mais on oublie parfois un petit peu de travailler sur la promo qui est aussi très important. Ben oui, c'est super important la promo. Puis le jour que j'ai des pourparlers avec un poste de télévision, c'est sûr et certain que je vais avoir des pourparlers avec Robert Lepage pour donner des cours aux gens de comment s'exprimer, comment réagir, comment être fluide devant la caméra, parce que c'est souvent, il y a des gens qui ont des super bonnes idées de promo, que ça sort super bien, mais moi, en tant que fan de lutte, si tu passes 30 secondes dans ta promo, j'ai plus d'intérêt. Tu sais, des gars comme The Rock, des gars comme Kevin Owens, des gars comme Dusty Rhodes, il n'en existe pas des tonnes que quand ils font une promo, passer 30 secondes, tu as encore un intérêt. Donc, il faut que le message passe rapidement, que tu établisses si tu es un gentil, tu es un méchant. Sinon, mais si, comme je dis, après 30 secondes, tu te poses encore des questions sur qui est cette personne-là, pourquoi il me parle dans mon téléphone ou directement dans le ring, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas bon. Là. Fait qu'il faut que ça soit fluide. Ben, c'est ça, il y a un problème. Il faut que ça soit fluide, il faut que ça aille bien. Puis souvent, ce que je remarque, puis ça, je ne sais pas si c'est comme ça par chez vous aussi, mais ici au Québec, c'est que, mettons, je fais Hey Dylan, dans un mois, on va s'affronter, blablabla, mais la personne décide de raconter l'histoire au complet. C'est pas ça, la promo. La promo, c'est de promouvoir qu'est-ce qui s'en vient. Genre pas, OK, oui, je peux dire, Hey, Dylan, tu m'as volé mes clés, je suis pas content après toi, on va s'affronter. Mais juste ça, c'est assez. Mais le monde dit, ben, tu sais, t'as volé les clés de ma maison, j'ai eu peur que t'ailles chez nous. Puis là, c'est comme, non, pas tu tournes en rond comme ça. Fait que, la lutte, c'est straight to the point. Surtout les promos. Faut que taille sur ton target le plus rapidement possible. Parce que si, justement, tu commences à dire que OK, Dylan m'a volé mes clés, j'ai eu peur qu'il vole mon auto. Le monde s'en sert, qui veulent savoir pourquoi tu es fâché et quand que ça va se régler. Fait que, non, mais bien sûr. C'est ça qui est plate un peu. C'est que les gens, ils essaient de trop en faire. Puis, tu sais, less is more. Tu sais, moins t'en fais, plus tu vas aller chercher quelque chose. Fait que c'est mon avis sur les promos. Vous, quand vous faites des promos, que vous demandez à vos catcheurs et tout de faire des promos, est-ce que vous laissez, c'est-à-dire en gros, enfin, vous laissez faire, ou alors vous voulez absolument, avant que ça soit publié, quoi que ce soit, est-ce que vous voulez vérifier un petit peu ce qui se passe ou vous avez vraiment confiance en vos catcheurs? Ben, dans le fond, Michael, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il écrit les grandes lignes. Okay. Souvent, il va dire, tu sais, Dylan, j'aimerais ça que tu dises telle affaire, mais focus sur celle-ci, genre. Puis c'est sûr qu'avant de poster, nous, les promos ne sont que postés sur la page de la NSPW. Après, ils peuvent repartager. Mais on aime moins qu'un lutteur décide de faire une promo par lui-même puis de la mettre sur sa page parce que des fois, eux autres, tu sais, sont... Comment je peux expliquer ça? Souvent, le problème, puis tu sais, tout le monde en fait partie dans la lutte, je pense, c'est que nous, on voit l'arbre. Mais le booker, le scripteur, lui, a la forêt entière en arrière que lui a dans sa tête qu'il voit.
Donc, des fois, quand tu penses, ah, tu sais, je vais dire telle affaire dans ma promo, ben non, parce que tu brûles des affaires qui peuvent être dites plus tard. C'est pour ça que nous autres, on aime mieux que les gars suivent les promos que Michael leur donne en disant, hey, telle affaire, focus sur celle-là. Puis, c'est nous autres qui s'occupent de la poster. Tu sais, on a André Beaupré, notre photographe aussi, qui fait les réseaux sociaux, qui, lui, va ajuster le son, la couleur pour que ça sorte super bien. Là. OK. Est-ce que toi, par exemple, tu arrives à avoir une vie privée où c'est un peu compliqué? Et est-ce que tu dirais qu'en général, alors je voudrais avoir ton avis de toi, puis après, en général, est-ce que quand on est catcheur, c'est compliqué d'avoir une vie privée? Ben non, c'est pas c'est compliqué un peu, mais pas pour les raisons de tu sais, je me fais reconnaître, peu importe. Tu sais, oui, on se fait reconnaître de plus en plus parce que justement, la NSPW à Québec, on a eu une bonne couverture médiatique dans la dernière année. Oui, on se fait reconnaître un peu plus. Puis, tu sais, ça, c'est. J'aime pas ça personnellement, mais tu sais, ça fait partie de la game. Mais avoir une vie privée, oui, puis non. C'est facile de. Moi, je suis capable de si j'ai du temps à passer avec ma blonde, je vais passer du temps avec ma blonde. C'est à elle, puis c'est une sainte dans ça. Là, la NSPW, on doit faire pas loin de 80-90 galas par année. Puis elle est tout le temps en train de m'appuyer dans ça. Puis elle comprend. Donc, tu sais, c'est sûr que quand elle me demande, mettons, au mois de juillet, elle m'a dit, hey, on a un mariage telle fin de semaine, mais tu sais, j'y étais, là. Tu sais, j'étais comme, tu sais, oui, il n'y a pas de problème, je vais être là, ça me fait plaisir. Sauf que, tu sais, oui, c'est dur un peu sur la vie privée parce que c'est justement, tu sais, jusqu'à la fin de l'année, j'ai aucune fin de semaine de libre. Aucune. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est plate pour elle parce que, tu sais, elle a fait des sacrifices. Des fois, elle se dit, ben, tu sais, je vais aller à la lutte. C'est mon seul moyen de le voir. Fait que, tu sais, elle vient. Puis que, c'est ça. Tu sais, c'est un petit peu plus tough sur ça, sur les relations parce que, veut pas, ben, on aime ça, la lutte, c'est notre passion. Fait que c'est sûr que des fois, on est un petit peu égoïste là-dessus. On la fait passer avant bien des choses. C'est le bout un petit peu plus tough que je trouve. Là. OK. Et ça va au début, ta femme ou ta compagne, je ne sais pas, mais elle a réussi à comprendre un petit peu que la lutte était quand même importante pour toi ou elle a eu du mal ou elle a tout de suite compris? Ça a été spécial parce que, Ouais. dans le fond, elle et moi, on a commencé au début de la pandémie. Juste avant la pandémie. Peut-être 2 semaines avant, on a commencé à être ensemble. Puis là, il est arrivé la pandémie. Fait que là, il n'y avait plus de lutte, il n'y avait rien. Là. Fait qu'on. Quand la lutte a reparti, elle a pris 2 minutes. Là. Elle a fait, oh, OK, là, c'est plus. Elle savait que je faisais de la lutte, mais elle a comme réalisé que, OK, c'est beaucoup de temps, mais elle s'est bien ajustée. Aussi, elle est devenue amie avec plusieurs des autres blondes de lutteurs. Fait que, des fois, ils se disent entre eux autres, ben, en fin de semaine, on est veuve de lutte. Donc, fait que, c'est assez super bien ajusté, puis j'ai vraiment été chanceux là-dessus. Là. Et, alors, je sais que ça remonte à longtemps quand même, la pandémie, mais comment toi et la NSPW, vous l'avez vécu justement, la pandémie? Vous avez trouvé, tu as réussi à trouver quelque chose pour t'occuper justement? Est-ce que tu t'es un peu lancé genre sur Twitch? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se lance sur Twitch pour jouer aux jeux vidéo, enfin bref, mais sinon, comment tu l'as vécu toi? Je l'ai pris vraiment, mais vraiment dur. Parce que la lutte, ça fait partie de ma vie depuis que je suis petit. Là, j'ai toujours trippé sur la lutte. Puis là, du jour au lendemain, de plus rien avoir, j'ai trouvé ça rough. Surtout que là, nous autres, on avait un local pour l'école de lutte. Tout le monde dans la bâtisse, c'était essentiel. Donc, le propriétaire de la bâtisse disait, ben, tu sais, je peux pas vous faire une faveur de pas vous demander le loyer parce que les autres, je leur demande. Fait que, tu sais, j'ai comme pas le choix. Fait que ça a été tough. On a vidé les coffres de la NSPW pour survivre. C'est le dernier mois avant qu'ils annoncent qu'on puisse retourner refaire de la lutte. C'est moi qui payais les comptes de la NSPW. J'ai rempli mes cartes de crédit. Les épiceries étaient vraiment petites. Puis, tu sais, comble de malheur en plus durant la pandémie, mais
sais, ma mère a eu son diagnostic de cancer, donc je passais mes vendredis avec elle à l'hôpital pour ses traitements. Donc, ça a été vraiment dur. La NSPW a failli pas survivre. Mais tu sais, moralement, j'ai jamais été aussi de mauvaise humeur que durant la pandémie. On a présenté des matchs sur Twitch pour essayer de ramasser des sous pour les lutteurs. À chaque fois que les gens faisaient un don ou quelque chose, ben, je le séparais aux lutteurs parce que, veut pas, ben, il y en a qui ont des familles dans ça, puis que, personne vit de la lutte au Québec, mais, ça aide quand même pour arrondir les fins de mois, veut pas, on a toujours quelque chose, on vend de la merch, puis, ça nous aide beaucoup. Mais non, la pandémie, ça a été vraiment dur. On avait réussi à avoir l'autorisation de faire des galas devant personne. Là, c'était des enregistrements de télé pour une petite station de TV communautaire. Donc, on faisait des galas, mais c'était de la logistique. Là. C'était comme, OK, à 9h30 le matin, ben, c'est Dylan contre Steve. Vous avez 1 heure pour vous préparer, monter votre match, faire votre match, vous en allez. On désinfectait. Les autres attendaient dehors. Mettons, la gang de 10h30. Ben, la gang de 10h30, ben là, ils rentraient. Là, on faisait C'était un bordel. C'était le bordel. Là. Puis, on a réussi quand même à survivre. On a été chanceux. On a fait un gala au stade de baseball, justement, où ce que la santé publique nous permettait juste d'avoir 1500 personnes. Puis, on a eu notre 1500 personnes. On a vraiment été chanceux. Ça a été... on s'est rendu compte que les fans de Québec ne nous avaient pas oubliés. Là. Ouais, puis en plus, oui, non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je sais, tu m'as dit surtout en off, je ne veux pas parler d'argent et il n'y a pas de problème, on n'en parlera pas, mais je veux juste parler d'une question un peu similaire à ça, si tu me le permets. Après, comme je te dis, si tu ne veux pas en parler, on passe à une question, c'est pas grave, mais est-ce que tu dirais que toi, personnellement, le fait qu'on prend des risques ou quoi dans le catch, et puis ensuite, après, soit on touche un petit peu, soit on touche, disons, correctement, c'est un peu un grand mot, mais est-ce que tu as l'impression que des fois, il y en a, ils ne veulent pas prendre assez de risques parce que, ben voilà, tu vois, ils ont pas un cachet assez suffisant? Ben non, parce que tu sais, il n'y a personne qui a parce que selon moi, il n'y a personne qui a le cachet assez suffisant pour qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, on met notre corps, notre santé, puis tu sais, même moi, j'en fais pas de la haute voltige, tu sais, je suis rendu trop vieux pour ça. Mais tu sais, des gars comme Travis Toxic qui font des flips jusqu'à l'extérieur du ring, tout ça, il n'y a aucun montant d'argent qui est assez élevé pour justifier ça. Donc, non, les gens sont au courant, personne s'attend à avoir des milliers, ils attendent juste à recevoir ce qui coûte leurs dépenses et peut-être un petit surplus. Mais jamais j'ai été voir quelqu'un et dire hey, je trouve que tu t'es que tu t'es, excuse-moi de l'expression, mais que tu t'es pogné le cul à soir puis que ça valait rien ce que tu as fait. C'est jamais arrivé. Là. Tout le monde est conscient qu'on fait tout ça en partie pour s'amuser. On fait tout ça pour vivre notre passion. Fait que non, c'est jamais arrivé que quelqu'un sous-performe sous prétexte qu'il est sous-payé. Là. Ok, bah, du coup, on prend cette question, ça y est, c'est bon, on la met de deux côtés, ne t'inquiète pas, on n'en parlera plus, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais me parler d'un de tes meilleurs matchs que tu as fait et l'un de tes pires matchs? Un de mes meilleurs matchs, j'en ai deux en tête. Il y en a un, c'est contre Yann Pike à Rimouski. Là, je pense que c'est au retour de la pandémie. Peut-être c'est tellement rendu bizarre. Là. 2021, je pense qu'on a pu recommencer à lutter. Ça a été un de mes matchs que j'ai trouvé que j'ai mieux performé. C'est sûr que dans le temps, quand j'étais en équipe avec Ivan Sullivan, qu'on était Kicking Stomping, on a affronté les American Wolves, David Richards et Eddie Edwards. Puis c'est un match qui va rester gravé à jamais dans ma tête. Mais probablement mon match préféré que j'ai eu le plus de plaisir à faire puis que je me tente pas de regarder parce que je suis mon pire critique, je suis incapable de regarder mes matchs, mais celui-là, je suis capable. C'est un affrontement que j'ai eu. De mémoire, je pense que c'est le même gars-là que Cody était là.
j'ai affronté Drew Onyx, qui faisait le personnage de Son of Abdullah the Butcher. C'est vraiment un match de fun. Moi, j'adore lutter contre les lutteurs de plus gros gabarit de moi. Puis avec Drew, j'ai une super bonne chimie dans le ring. Puis ce match-là, je l'ai adoré. Puis mettons plus récemment, un match que j'ai fait en équipe avec Matt Falco contre Stu Grayson et Michel Plante. C'était un super bon match aussi, là. Et est-ce que tu en as un pire? Un pire, je vais taire le nom du lutteur qui est ma pire expérience de lutte dans un match. Il n'y a pas de souci. Non, mais de toute façon, ici, on n'est pas là pour citer des noms, mais on a tous. J'ai l'impression que ça cliquait juste pas avec ce lutteur-là. C'était un match à plusieurs. On était 3 dans le match, je pense. Puis tout le long du match, lui, il voulait qu'on fasse les spots, mais c'était les spots qu'il avait montés avec l'autre personne. Fait que là, j'étais comme, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles. Là. Ça a pas mal été ce match-là. Donc, c'est mon pire match, ça. OK, ouais, c'est un peu la pire expérience. Et toi, tu es plutôt heel, plutôt face, ou les deux pourraient te convenir, ou alors tu as une préférence particulière? Ça fait 22 ans que je lutte, puis j'ai probablement été 17-18 ans face. J'avais pas... on dirait que je comprenais pas comment être heel, mais depuis que, justement, Michael Bisson m'a envoyé avec Claude Malone, qui est mon gérant, ça a cliqué tout de suite. Puis là, j'ai une préférence maintenant, là, j'adore être heel, là. OK. Et c'est quoi pour toi le plus compliqué, heel ou face? Face. Parce que face, c'est... faut que tu ailles chercher la sympathie des gens. Ouais. Mais si ça ne marche pas, tu peux pas faire plus. Là. Oui, vas-y. Je disais, t'expliquais tout à l'heure que des fois, il y avait le public qui était complètement mort. Et tu vois, t'as beau être face, t'as beau essayer que le public vienne avec toi. Si le public il est pas là, tu vois, ton personnage, je trouve qu'il est un peu, tu vois, il est un peu KO, quoi. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, on va prendre, mettons, un exemple de restaurant. Oui. Tu sais, si tu commandes, mettons, une entrée de crevettes, puis tu ne l'aimes pas, ça va être plus facile pour toi de ne pas l'aimer que de te forcer à l'aimer. C'est la même chose avec la lutte. Si le lutteur qui est face, tu ne réussis pas à l'aimer, tu ne te forceras pas à l'aimer. Tu sais, tu vas aller sur ton sel, tu vas parler, tu vas aller aux toilettes, tu vas aller chercher une bière. Tandis qu'un méchant, même si tu ne l'aimes pas, tu vas l'aimer encore moins pour le sortir de sa game. Fait que, c'est pour ça que je trouve que c'est plus facile à être heel parce que face, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Il n'y a pas de milieu parce que si tu es un face que le monde réagit par politesse, ça va paraître. Tandis qu'un heel, si le monde t'aime pas assez, c'est facile de te faire aimer encore moins. Fait que je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, bien sûr, non, j'ai tout à fait compris. Après, je pense que les gens également qui nous écoutent, ils ont également aussi compris. Et je voulais me parler un petit peu du kayfabe. Pour toi et pour toi seul, est-ce que quand tu vois, il y a toujours un endroit après le show, une espèce de table où on va signer des autographes, où on va faire des photos. Est-ce que pour toi, à cet endroit-là, c'est-à-dire après le show, est-ce qu'il faut rester toujours dans son personnage ou est-ce qu'il faut être hors personnage ou il faut mixer un peu entre les deux selon toi? Moi, je suis encore de la vieille école là-dessus. Je refuse de prendre des photos avec les gens. À moins que ce soit un enfant. Là. Si c'est un jeune enfant, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, souvent, exemple, quelqu'un vient me voir, je vais prendre une photo avec toi. OK, mais tu vas faire quoi avec ça? Puis là, il est déstabilisé. Explique-moi ce que tu vas faire avec une photo de Stephen Sullivan. Là, 5 minutes, tu ne me connaissais pas. Fait que, tu sais, souvent, je reste dans mon personnage parce que, dans la vraie vie, je suis quand même sauvage, je suis dur d'approche. Fait que c'est pas vraiment différent pour moi. Mais, tu sais, c'est sûr que, il y a des choses qui me touchent. Mettons, un jeune enfant qui tripe sa lutte, oui, je vais y consacrer du temps, je vais y parler, tout ça, mais un adulte qui veut prendre une photo avec un autre adulte qui l'a envoyé promener tout le long de la soirée, je vois pas l'intérêt, là.
Non, mais c'est vrai, c'est original. Et Par pourquoi? Parce que exemple, tu dirais que, parce que moi, je suis comme ça aussi, hein, dans ma famille, et j'aime pas, tu vois, les photos de famille, j'aime pas ça. Ou alors les photos de moi-même, tu vois, j'aime pas ça non plus. Est-ce que tu dirais quoi? Tu dirais que tu n'aimes pas aussi les photos? non, c'est pas ça. C'est plus que je suis de la vieille école là-dessus. Puis, tu sais, je sais qu'il faut être à la de marchandises parce que c'est eux autres, c'est les fans qui font qu'on est là. Tu sais, ça, je respecte ça. Puis, il y a aucun problème. Je manquerai jamais de respect envers un fan en dehors du personnage. Là. Tu sais, quand je suis dans le ring, quand je suis autour des barrières, tu sais, oui, OK, j'envoie promener des gens, mais tu sais, en dehors, tu sais, je vais rester quand même poli. Tu sais, je les remercie qui sont là, mais tu sais, je garde quand même mon petit côté heel pareil. Là. Ok, non, mais en plus, c'est important. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des enfants? Si oui, est-ce que tu les autoriseras à faire du catch? Sinon, enfin, non, pardon, excuse-moi. Je vais reformuler ma question, excuse-moi. Si un jour tu as des enfants ou si tu as des enfants, est-ce que tu les autoriseras à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Ben, présentement, j'ai pas d'enfants. Mais tu sais, avoir des enfants, ben oui, tu sais, je les autoriserais si c'est ça qu'eux veulent. Tu sais, jamais je vais pousser à faire quelque chose. Tu sais, si j'ai un enfant qui veut devenir gymnaste, ben go, on va faire pour que tu deviennes gymnaste. Tu sais, c'est ça que tu veux. S'il veut jouer au hockey, ben il va jouer au hockey. Mais tu sais, jamais je vais imposer la lutte parce que tu sais, on l'a déjà vu que pas seulement dans la lutte, mais dans le hockey, dans Le n'importe quel foot sport. aussi. Dans le foot, que justement, le père veut absolument que son enfant le fasse. Puis au Québec, on a probablement le meilleur exemple, Alexandre Daigle, qui était un super joueur de hockey, mais il jouait pour faire plaisir à son père. Il était le premier choix au repêchage pour les Sénateurs d'Ottawa. Il n'a jamais eu de carrière il a eu une petite carrière dans la Ligue nationale, mais jamais au niveau que les gens pensaient qu'elle allait performer parce que lui, il jouait pour faire plaisir à son père. Puis, jamais, si je deviens père un jour, que je vais être ce père-là. Je vais être le père qui va encourager, qui va pousser pour que ça arrive, mais jamais je vais imposer rien à personne. Et, et est-ce que tu as aussi cette crainte tu vois, que ton fils ou ta fille, hein, d'ailleurs, a l'image derrière le dos, être le fils d'eux ou être la fille d'eux, tu vois, être ta fille. Et est-ce que tu n'aurais pas peur aussi que parfois, parce que tu sais un peu comment c'est, hein, parfois, souvent ces gens-là où on leur demande beaucoup plus, qui doivent montrer plus parce que papa a été un grand nom du catch, est-ce que ça aussi, c'est une pression pour toi? Ben non, parce que souvent, les gens qui mettent autant de pression sur leurs enfants, c'est les gens qui n'ont pas réussi. C'est niaiseux à dire, mais tu sais, il y a bien souvent des gens qui ont eu, qui espéraient d'être, mettons, un joueur de hockey professionnel, qui espéraient jouer dans la Ligue nationale, mais tu sais, ils ne se sont pas rendus. Fait que souvent, quand ils ont un enfant, ben là, ils essaient de vivre leur rêve à travers leur enfant. Fait que ça, c'est quelque chose que ça, je déplore ça au plus haut point, là. Tu sais, j'aime pas ça. Puis, tu sais, jamais ça devrait arriver, ça, que quelqu'un ait une étiquette à cause que son père ou sa mère a fait telle affaire que non, tu sais, on est tous des humains différents, puis il faut jamais, 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 jamais être, OK, ça, c'est le fils, mettons, de Hulk Hogan, il faut qu'il soit lutteur, absolument, il faut qu'il soit comme son père. Non, faut pas que ça arrive, ça. OK. En 22 ans de carrière, tu as dû voir tellement de choses, mais on a surtout aussi dû te donner des centaines et des centaines de conseils. On en apprend tous les jours, hein, je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'était quoi le meilleur conseil que tu as eu jusqu'à maintenant qui, justement, t'a permis d'évoluer sur certains points? Ben, le meilleur conseil que j'ai eu, je pense, c'est quand j'ai été contre Honky Tonk Man. Il m'a dit vise quelqu'un dans la foule qui a de l'air d'être là pour les mauvaises raisons, puis fais réagir cette personne-là. Si tu réussis à faire réagir cette personne-là, tu vas faire réagir tout le monde dans la salle. Puis, tu sais, c'est un peu ça que je fais. Genre, quand je fais mon entrée, j'essaie toujours de regarder qui est là pour pas nécessairement dénigrer la lutte, mais tu sais, qui est là pour qui est là de force, qui n'est pas là par son plein gré, qui est là pour faire plaisir à quelqu'un. Puis j'essaie de le faire embarquer, j'essaie de le faire passer une belle soirée, de le faire participer au show pour que, justement, ils reviennent, premièrement, mais aussi pour
y enlever de la terre, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à la lutte. Je ne sais pas si c'est le même par chez vous aussi, que les gens trouvent ça drôle. Ils viennent à la lutte parce qu'ils trouvent ça drôle. Mais non, c'est pas. Oui, c'est drôle. Il y a des enfants qui sont drôles à la lutte, mais c'est un art, c'est un spectacle. Ouais. Il faut que tu réussisses à faire embarquer les gens de la meilleure façon possible. Fait que moi, c'est mon but, ça. Puis c'est le meilleur conseil que j'ai eu. Vise la personne qui est là pour les mauvaises raisons. Vas-y passer une belle soirée, puis tu vas avoir fait ton travail. Fait que c'est ce que je fais à chaque fois, là. Pour toi, qu'est-ce qui est compliqué en étant catcheur? Qu'est-ce qui est compliqué? Ben moi c'est le côté personnel, vraiment. Là, comme je disais, je suis sauvage dans la vie. Fait que quand quelqu'un vient me voir, puis tu fais de la lutte, puis là, il commence avec ses questions, genre, tu l'as-tu masqué, tu fais-tu une suplex, connais-tu Hulk Hogan? Je suis comme, oui. C'est pas le genre de choses que j'aime, ça. Mais, qu'est-ce qui est compliqué pour moi? Ben, c'est sûr que je vieillis, là, je suis rendu à 45 ans, puis je veux performer au même niveau que des gars de 22, 23, 24 ans comme Dylan Donovan, Zach Patterson, Ian Pike. Fait que c'est sûr que de m'entraîner à tous les jours, de bien manger, ça c'est le bout que je trouve le plus top, là. Okay. Je dirais que en 22 ans, qu'est-ce que le catch t'a appris? Probablement, ce que ça m'a appris le plus, c'est l'esprit d'équipe. Tu sais, que tout le monde, faut qu'il pousse dans la même direction. La fraternité, c'est quelque chose que, tu sais, oui, il y a du drame à la lutte, comme probablement qu'il y en a au foot, probablement qu'il y en a au water polo, je sais pas. Mais, tu sais, c'est juste que quand tout le monde est en harmonie, tout le monde pousse dans la même direction, c'est tellement un esprit de famille qui est incroyable, puis qu'il n'y a rien qui peut battre ça. Je pense que c'est ça que la lutte m'a apporté de mieux en 22 ans. Tu dirais que le plus beau truc, toi, c'est de se réunir, par exemple, genre un dimanche ou un jour férié, un jour où personne n'a de gala et est un peu disponible, et puis de se faire un grand repas entre vous? Ben, c'est dur un peu, ça, parce que tout le monde a leur petite vie privée, puis tout le Ouais. monde a leur famille, leur travail, puis tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que quand on a l'occasion de se retrouver en gang, en chum qui fait de la lutte, tu sais, comme on est une petite gang qui se tient beaucoup ensemble, puis qu'on va au festival d'été ensemble. C'est un gros festival de musique à Québec. Ben, tu sais, on a du plaisir, puis tu sais, c'est rare qu'on parle de lutte, là, c'est qu'on a vraiment juste du fun, on est entre amis, puis c'est le bout de le fun aussi, là, des nouvelles rencontres que j'ai faites au fil du temps, là. En 22 ans, tu as rencontré beaucoup trop de catcheurs, tous les cités, et tu as été, tu vois, dans pas mal d'endroits au Québec et tout, mais est-ce que tu as une anecdote sur un soir de show, sur quelque chose en général, drôle ou pas drôle, hein, d'ailleurs, hein, mais qui s'est passé? Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ou vraiment pas du tout? Ben oui, j'en ai une qui est quand même drôle. À un moment donné, on a fait venir Fit Finlay à NSPW. Fait que ça fait quand même un bon petit bout. Fait que j'avais pas de poils ou de cheveux blancs, rien là, dans ce temps-là. Là, j'étais noir comme un corbeau. Puis là, j'arrive à l'aéroport. Là, Finlay, il arrive, il me regarde de haut en bas. Il dit pas un mot. Il me donne sa valise, puis il s'en va. Là, je suis comme, oh. Puis là, OK, là, je mets la valise dans l'auto, je vais le porter à l'hôtel. Il m'a pas dit un mot là, tout le long du voyage. C'est peut-être genre 10-15 minutes de voiture aller à l'hôtel. Il dit pas un mot, genre. Là, je suis comme, aïe, aïe, ça va être plate. Là, il fait son match, ça va super bien. Puis, encore une fois, je vais le porter à l'hôtel. Il dit rien. Là, le lendemain, je vais le porter à l'aéroport pour son départ, là, il me regarde, il dit excuse-moi si j'ai été rude avec toi. C'est juste que dans ma tête, un promoteur de lutte, ça fume la cigarette, ça a les cheveux blancs. C'est pas un jeune comme toi. Mais tu as été super professionnel, j'ai eu du plaisir. Merci beaucoup. Ouais. OK, là, tu m'as pas parlé de la fin de semaine, mais tu as eu du plaisir. Ouais, non, mais en fait, en gros, il pensait peut-être que tu étais le voiturier ou quelqu'un. Oui, probablement, c'est ça, parce que c'est juste son regard. Il m'a vraiment regardé de haut en bas, 2-3 fois, puis il m'a donné sa valise, puis il est parti. J'étais comme, oh, que ça va être plate, ça sera pas le fun. C'est original, franchement. J'imagine la situation. Je suis désolé. Bref.
Bref. Du coup, une question compliquée, c'est la question bonus. Je ne sais pas si tu avais déjà plus ou moins entendu ou justement si on t'en a déjà parlé de ma question bonus, mais je vais te donner une baguette magique virtuelle, d'accord? Je voudrais que alors là, c'est normal, tu t'occupes aussi de la NSPW, donc du coup, je vais te demander 2 fois plus de choses. C'est normal, hein, c'est de ta faute pour toi en premier, puis ensuite pour la NSPW, mais si jamais je te demande, allez, 3 catcheurs, donc 3 pour toi, 3 pour la NSPW, mais si jamais toi, tu aurais eu l'occasion d'affronter 3 catcheurs de ton choix, tu vois, ça peut être des catcheurs qui sont toujours vivants aujourd'hui, ou là, attends. On donne 3 choix de lutteurs, vivants, morts ou peu importe, que voilà, je peux affronter ou que la NSPW peut avoir. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Excusez-nous si c'est Steve qui a pris les contrôles. J'ai eu un problème technique, hein, vous ne le voyez pas, on a coupé, mais en tout cas, merci d'avoir suivi. Excuse-moi encore. Ah, ben, il n'y a pas de problème. 3 lutteurs que je voudrais affronter, c'est sûr. Le premier, c'est Dusty Rhodes. C'est mon lutteur préféré de tous les temps. J'ai trippé sur lui. C'est lui qui m'a fait tomber en amour avec la lutte. Mettons, je pourrais aller avec Dalton Castle, qui est un lutteur que je trouve exceptionnel, qui dégage quelque chose d'incroyable. Ça revient à ce que je disais au début, la couleur, les personnages, lui, c'est ce qu'il représente. Puis, mettons, plus côté lutte, j'irais avec Matt Taven. C'est un bon ami, puis je pense qu'on a une bonne chimie. Donc, je ne sais pas si on aurait la même chimie dans le ring, mais ce serait un gars que je voudrais affronter. Puis, si, mettons, je peux en rajouter un bonus, parce que c'est la question bonus, il y a Brian Cage. Brian Cage, il est venu plusieurs fois à la NSPW, puis j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à affronter des gens de plus gros gabarit que moi. Fait que je pense que de me faire lancer partout par Brian Cage, je pense que ça serait quelque chose de vraiment le fun. Puis à la NSPW, le premier nom qui me vient en tête, c'est Okada, que je rêve d'avoir à la NSPW. Ricochet aussi. Puis mettons quelqu'un qui ne lutte plus, Jushin Thunder Liger était il était au-dessus de la liste des gens que je voulais avoir à la NSPW. Malheureusement, il a pris sa retraite. Mais sinon, ça reste Okada, Ricochet, puis peut-être Bryan Danielson aussi serait quelqu'un que j'aimerais avoir. OK. On arrive bientôt à la fin de l'interview. On va juste conclure avec 4 dernières questions. Puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Je voulais savoir, pareil, en 22 ans, comme je disais tout à l'heure, hein, tu en as rencontré beaucoup de monde. Est-ce que, on n'est pas là encore une fois pour citer des noms, mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déçu, qui étaient amis avec toi au final, puis pour X ou Y raison, qui ne sont plus devenus amis avec toi? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu dans le business? Ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, veux pas, la NSPW, tu sais, en bout de ligne, c'est de présenter le meilleur spectacle possible. Puis des fois, il y en a qui tirent un petit peu plus la patte ou qu'on n'a pas les mêmes idées qu'eux autres, ils se voient beaucoup plus gros que ça. Comme le seul exemple qui me vient en tête, c'est un gars qui ralentissait parce que il s'en allait vers la fin de sa carrière. Puis il voulait devenir scripteur, puis finalement, ça n'a pas connecté les idées qu'il m'a données, ça n'a pas connecté. C'est probablement le seul que j'ai en tête même, que j'ai perdu une amitié à cause de la lutte, c'est vraiment lui. Il voulait devenir scripteur de la NSPW, ça ne fitait pas vraiment ses idées, puis finalement, il a pris ça comme une déclaration de guerre, si on peut dire, ou un manque de respect, puis il a quitté non seulement la lutte, mais ma vie aussi. Donc, je trouve ça regrettable parce que, moi, je suis du genre à OK, on chicane, puis 5 minutes plus tard, c'est réglé, là, parce que je trouve ça ridicule, des chicanes entre adultes. À la base, passer le secondaire, je trouve ça ridicule, des chicanes. Passer l'école, moi, des chicanes, c'est des affaires d'enfants. C'est petites chicanes entre enfants. Puis après ça, c'est ça. Parce que des adultes qui chicanent, mais je trouve ça plate parce que c'est tellement facile de régler ça. Tu dis ce que tu as à dire, tout se dit, il reste juste à trouver la façon de le dire. Fait que je trouve ça plate, mais bon, c'est vraiment le seul qui me vient en tête, là. Juste en quelques mots, quelques mots et quelques minutes pour éviter que ça soit beaucoup trop long si ça ne te dérange pas, mais qu'est-ce que tu pourrais dire là justement aux gens qui nous regardent pour justement leur donner envie
d'aller voir la NSPW, d'aller s'entraîner, des gens qui sont en France et qui veulent justement aller au Québec, qu'est-ce que tu pourrais leur donner envie, toi? La NSPW, ça fait 13 ans consécutifs qu'on est voté la fédération numéro 1 au Québec. On présente toujours le meilleur gala avec les meilleurs lutteurs qui sont disponibles au Québec présentement. C'est une belle expérience parce que tu es proche de l'action, tu peux interagir avec les lutteurs. Fait que c'est une belle soirée qui peut être très divertissante. Puis en plus, tu as un bon spectacle devant toi. Fait que c'est quand même abordable. C'est seulement 20 là. Donc, c'est super abordable. Les gens vont avoir du plaisir, c'est sûr. Là. Ça fait combien? 20 $ en euros, tu sais pas? Non, sûrement pas beaucoup, parce que l'argent canadien ne vaut absolument rien. Là. D'accord, OK. Ok, non, parce que les conversions, c'est un peu compliqué. Comme je te dis, on termine vraiment avec 2 dernières questions. Je voulais juste revenir sur quelque chose qui est important et qui, moi, me fait, tu vois, enfin, ne pas devenir catcheur, parce que j'ai toujours cette peur-là. Je vais t'expliquer. Peut-être que toi, tu l'as ou tu ne l'as pas, mais est-ce que tu as remarqué, depuis 22 ans, toi qui es dans le ring, est-ce que tu arrives, par exemple, toujours à te poser devant un show? Est-ce que, genre, je sais pas, par exemple, genre là, récemment, on a eu SummerSlam. Est-ce que tu arrives toujours à avoir le temps de regarder un show? Et est-ce que tu as encore cette fameuse étincelle que tu avais à tes tout débuts, ou le fait d'être maintenant sur le ring, est-ce que c'est un peu plus compliqué pour toi? Ben, j'ai quand même la facilité quand je regarde probablement presque juste TNA Wrestling présentement depuis au moins 2 ans. C'est pratiquement la seule lutte que j'écoute parce que je trouve que c'est ce qui s'approche le plus de la NSPW. Puis, tu sais, je suis capable de prendre mon cerveau de lutteur, promoteur, puis de le mettre de côté, puis de mettre mon cerveau de fan de lutte. Ça, c'est quelque chose que je suis content parce que il y en a beaucoup, des fois, on regarde comme dernièrement, ben pas dernièrement, mais quand même pas si longtemps, on a écouté en gang le dernier match de Sting. Puis ce qui m'agressait le plus, c'est les autres lutteurs qui étaient comme Ah, moi j'aurais fait ça. Ah, moi j'aurais fait ça. Ah non, mais ça c'était pas. Non, j'aime pas ça. Tu sais, je veux pas. Quand je regarde un gala de lutte, je veux être un fan de lutte. Puis tu sais, c'est ce que je veux faire. Là. Je suis capable de faire la différence. Là. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, tu vois, enfin, moi, j'ai déjà fait un seul entraînement et j'en parle souvent parce que tu vois, ça m'a, disons, tu vois, ça m'a traumatisé parce que je te jure, ça fait mal, hein, le catch, Oui. ça fait pas du bien. Mais tu vois, moi, c'est ça aussi que j'ai peur, c'est justement, tu vois, que c'est cette étincelle que j'ai là depuis, depuis petit. De la perdre. Pourquoi? Parce que certes, tu vois, enfin, je serais monté sur le ring. Moi, tu vois, c'est pour ça en fait que je ne veux pas aussi par rapport à ça. Puis pareil, je me sens pas non plus aussi capable. Tu vois, c'est pour ne pas perdre cette magie et tout. Et puis en plus, moi, j'ai toujours envie, tu vois, d'être surpris. J'ai envie de me dire que, tu vois, enfin, le catch va me surprendre. Et c'est très important. Et on conclut, allez, vraiment avec cette demi-dernière question. Que réponds-tu, toi, aux gens qui te disent que le catch, c'est truqué? Est-ce que tu en as marre? Et est-ce que aussi, parfois, c'est pas un peu, parce qu'on en discutait tout à l'heure, comme quoi que malheureusement, n'importe qui, que ce soit ici en France, chez vous au Québec, n'importe qui peut malheureusement ouvrir une école de lutte alors qu'il a quoi, 1 an d'expérience ou aucune expérience. Est-ce que si ça peut être parfois aussi un peu la faute de certains catcheurs? Bref, que réponds-tu toi aux gens qui te disent que le catch, Est-ce que j'ai pas compris la fin que le catch, c'est truqué, pardon, excuse-moi. Ah ben oui, c'est truqué. Moi, je leur réponds oui, c'est truqué. C'est c'est comme un film, dans le fond. Tu vas voir un film de Marvel, puis c'est pas vrai là, que Spider-Man lance des... ça n'existe pas dans la vraie vie. Là. Fait que tu sais, c'est pourquoi tu crois à ça, mais tu crois pas à la lutte. C'est la même chose. La lutte, c'est changé, la lutte, c'est truqué. Sauf que, tu sais, oui, il y a les impacts qui sont vrais. Le contact est vrai. Oui, on peut se faire mal. Le meilleur exemple, c'est mon coude. Ça, on le voit bien. Faut que je me fasse opérer. Donc, tu sais, la lutte, c'est arrangé, oui, c'est truqué, mais tu sais, c'est le fun de la lutte, c'est de réussir à faire croire au monde que, oh, ce coup de pied-là, il a rentré pour vrai. Là. Puis, tu sais, c'est une belle histoire. C'est du théâtre extrême. C'est le meilleur exemple qu'on peut dire que la lutte, c'est du théâtre extrême. C'est un art. Puis, tu sais, oui, c'est arrangé, même si les gens essaient de
de rire de ça en disant, ben là, c'est arrangé. Ben oui, on sait que c'est arrangé. T'as-tu d'autres choses pour essayer de nous faire perdre notre patience? Parce que, tu sais, oui, c'est arrangé. On est là pour avoir du plaisir. Mais oui, en fait, en gros, ce que je voulais dire aussi par là, est-ce que beaucoup de monde en fait ont du mal à comprendre, c'est que tu vois, en l'espace de 5-10 minutes, tu vois, pendant 1 heure, on va s'éclater, on va rire et tout dans les coulisses. 10 minutes après, on est face à face, prêt à s'entretuer, genre pour un titre ou juste pour avoir une opportunité. Puis 10 minutes plus tard, on redevient les meilleurs amis du monde. Tu vois, en fait, c'est ça aussi que moi je sais que j'ai discuté aussi avec beaucoup de personnes. Et ce qu'ils ont du mal à comprendre, en fait, c'est que, par exemple, quand vous foutez des coups de chaise, vous les prenez réellement. Et en fait, en gros, parce qu'en fait, en gros, pour eux, les gens avec qui j'ai discuté, admettons, je vais me prendre un coup de chaise, moi, de la part de quelqu'un, tu vois, je vais avoir le nez pété. En fait, eux, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que vous, votre objectif numéro 1, c'est de ne pas blesser, en fait, votre adversaire. C'est ça, en fait, qu'ils ont du mal à comprendre. Oui, ben c'est sûr que la montée des arts martiaux mixtes a fait que, tu sais, le monde, on dit, ah, mais eux autres, le match, il dure 3 minutes, puis ils sortent, ils saignent, puis on est tout croche, mais vous autres, faites des matchs de 15-20 minutes, puis vous êtes indemne après le match. Ouais, mais c'est ça que, faut que tu comprennes que c'est du théâtre extrême, que oui, c'est arrangé, que notre but, c'est de donner un spectacle, de faire attention à notre adversaire, de faire attention à nous, puis de faire réagir les gens. Fait que, tu sais, oui, c'est un sport, la lutte, mais c'est surtout un art pour moi, là. Okay. Vraiment, deux questions rapides et après, je te promets que c'est fini parce qu'à chaque fois, je dis c'est la dernière question. Non. Oui, là, franchement, il reste vraiment deux. On sait qu'en général, c'est compliqué, tu vois, d'avoir beaucoup de lutteuses et tout. C'est quoi, toi, ton regard justement sur la lutte féminine aujourd'hui? Est-ce que tu trouves qu'il y en a pas assez? Est-ce qu'il en faudrait plus? Et justement, quel est le meilleur moyen pour toi de mettre, tu vois, de mettre les lutteuses féminines en avant? Ben, ça, c'est, mettons pour les galas de la NSPW, moi, je trouve qu'il n'y a pas de lutte féminine, il n'y a pas de lutte masculine, il y a seulement de la lutte. On a des lutteuses comme Lou Farrell, Azael, qui sont excellentes, qui peuvent lutter contre n'importe quel gars sur le roster. Tu sais, je pense que c'est fini, ça, le temps de la lutte, la fille lutte contre la fille, le gars lutte contre le gars. Tu sais, c'est fini ce temps-là. Il faut que le monde comprenne que c'est un spectacle, là. Il n'y a rien de honteux à perdre un match de lutte contre une fille. C'est comme, il n'y a rien de honteux là-dedans. Si c'est bien fait, tout le monde va y croire. Tandis que l'ancienne mentalité de moi, je me battrais contre une fille dans la rue, ça durerait 30 secondes, puis je gagnerais. Ouais, mais c'est pas une bataille, la lutte, c'est un spectacle. Fait que, le but, c'est de faire que le monde te déteste. Mettons, je lutte contre une fille, il faut que le monde me déteste pour que le jour qu'elle va me mettre sa main d'en face, le monde va exploser, ils vont être super contents. Puis, tu sais, pour moi, la lutte féminine, la lutte masculine, ça n'existe pas. C'est vraiment la lutte tout point. Je sais que à la NSPW, il y a dans notre salle, il y a Michael Bisson qui fait les galas de Femme Fatale, qui est une promotion 100% féminine. Ben, tu sais, ça, c'est super parce que, tu sais, autant qu'à la NSPW, il n'y a pas de catégorie de genre, que là-bas, c'est 100% féminin, sauf que c'est de haut calibre. Puis je sais que Michael prendrait n'importe quelle fille de femme fatale, puis il la mettrait sur un gala de la NSPW, puis elle aurait sa place comme les autres. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait de plus en plus d'exposure pour la lutte féminine, mais je trouve ça le fun aussi que les deux puissent se mixer, féminin, masculin, que ça puisse se fixer, parce que en bout de ligne, on a toute la même passion, c'est la lutte. Fait que pourquoi séparer ça en genre? Je trouve ça, oui, je suis content que tu aies Femme Fatale, je trouve que c'est un super beau projet, puis que c'est super le fun pour les filles de montrer qu'ils sont capables d'avoir du monde dans la foule pour un gala 100% féminin. Mais je sais aussi que ces filles-là sont aussi bonnes que nous autres. Fait que, je trouve que ils ont leur place autant que nous autres dans la lutte, là. OK.
Steve, je te remercie beaucoup. Juste la toute dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et qu'est-ce qu'on peut souhaiter également aussi à la NSPW? Et est-ce que tu pourrais juste terminer, si c'est possible, avec la salle où tu étais tout à l'heure, juste pour nous montrer un peu la salle de ce soir où votre show va se terminer et puis on peut conclure ici si ça te dérange pas. Ben, je vais me diriger vers là en même temps. Dans le fond, ce qu'on peut me souhaiter à moi, c'est de la santé. Je veux pas, tu sais, je m'en viens vieux. Fait que, c'est ça, je m'en viens vieux. Puis, c'est ça, faut que je continue à être en santé. Puis pour la NSPW, ben, c'est un contrat TV. Là. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Puis, c'est ça. Puis, je vais vous montrer la salle. Là, il va y avoir un séminaire dans pas long. Fait que je vais essayer d'être technologique puis virer ça. Ça, c'est ça. Fait que ça, c'est notre salle qu'on a pour ce soir. Ben, pour tous nos galas, c'est ici qu'on fait nos galas à chaque mois, 2-3 fois par mois. D'accord. Putain, ça va, mais c'est super beau, franchement. Pardon? J'ai dit c'est super beau. Ah, excuse-moi. Oui, on a mis beaucoup d'efforts sur la salle. Puis, c'est fun parce qu'on est une des seules fédérations promotion de lutte au Québec qui a sa salle en permanence. Ben ça, c'est important. Je te remercie beaucoup. Je vais te laisser conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, où on peut vous retrouver prochainement. Puis encore une fois, merci à toi pour avoir accepté cette interview. Ben, ça fait plaisir. Vous pouvez nous voir sur IWTV. C'est IWTV, independentwrestling.tv. On est là, juste à mettre NSPW dans la recherche. Tous nos galas sont pratiquement là. C'est 10 $ américains par mois, mais vous avez accès. C'est un Netflix de lutte, dans le fond. Vous avez accès à une panoplie de promotions à travers le monde. Donc, c'est le meilleur moyen pour nous voir. Ou sinon, sur Facebook, Lutte NSPW. C'est dans la description. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut Steve, à bientôt. Salut, à bientôt.